Voilà, ça sera mieux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observactu TV pour notre émission spéciale Cuba, l'île sentinelle, la souveraineté face au blocus du siècle. Nous sommes en mars 2026 et le regard du monde se crispe sur la mer des Caraïbes. Cuba, cette île-nation de 11 millions d'âmes, traverse aujourd'hui sa crise la plus périlleuse depuis la période spéciale. Sous l'effet d'un embargo pétrolier total durci par Washington, l'île vacille. Coupure d'électricité massive, port de Mariel engorgé et services d'urgence sous tension. Au-delà de la survie quotidienne, c'est une partie d'échec planétaire qui se joue. Mais après le choc iranien de ces derniers jours, ce n'est plus un événement isolé, c'est la suite logique d'une partition planétaire. Cuba est-elle le prochain maillon de ce nouvel ordre mondial qui, après avoir frappé Téhéran, cherche désormais à briser systématiquement tout pôle de souveraineté? Pour en débattre, nous recevons Georges Gastaut, philosophe, auteur de l'Hécatombe citoyenne. Vous analysez avec une précision chirurgicale la défaisance des nations. Pour vous, Cuba n'est pas qu'une île en difficulté, c'est une sentinelle dont le sort pourrait préfigurer le nôtre. Georges Gastaut, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nacera, bonjour à vous tous et merci de m'accueillir. Vous nous alertiez récemment sur l'épuisement critique des réserves de pétrole à Cuba. À l'heure où Washington applique la tactique des Horaces, frapper les alliés périphériques comme l'Iran ou le Venezuela pour isoler le bloc russo-chinois, la souveraineté cubaine est-elle encore un choix politique ou est-elle devenue une cible militaire qui ne dit pas son nom? Eh oui, Cuba effectivement est menacée pour tout ce qu'elle représente, pour tout ce qu'elle est, pour le verrou qu'elle est par rapport à toute l'Amérique latine, toute l'Amérique du Sud. Il faut faire un petit rappel historique, c'est que Fidel Castro s'est toujours référé à José Martí, qu'on appelle l'apôtre de la révolution cubaine, qui a mené les luttes pour l'indépendance de Cuba face à l'Empire espagnol au XIXe siècle. Et Martí disait que la défense de Cuba, l'indépendance véritable de Cuba, non seulement par rapport à l'Espagne, mais surtout par rapport au nouveau maître yanqui, états-unien, était absolument indispensable à l'indépendance des peuples d'Amérique du Sud. Et donc Martí se pensait comme en solidarité, en continuité, avec par exemple les luttes de Simón Bolívar. Tout cela marche ensemble. Et donc les États-Unis ont toujours voulu abattre Cuba, parce que la domination sur les Caraïbes, sur la mer des Caraïbes, c'est la clé pour la domination totale du sous-continent sud-américain. Et donc là, il est en marche vers cela. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a assujetti le Panama, qu'il voulait d'ailleurs annexer au départ, purement et simplement. Je rappelle que par ailleurs, il cherche à mettre sous sa coupe toute l'Amérique, tout ce qu'il appelle l'hémisphère occidental, c'est-à-dire tout ce qui va du Canada à la Terre de Feu, et je dirais même du Groenland à la Terre de Feu, puisque le Groenland fait partie pour lui de l'Amérique. Et que même dans un lapsus récent, il a parlé de l'Islande au lieu de parler du Groenland. Mais bon, je crois quand même que les gens qui ont un peu lu Freud comprendront jusqu'où il est prêt à aller. C'est très extensif. Donc c'est MAGA, Make America Great Again, donc rendre l'Amérique grande à nouveau. Et il faut le prendre au pied de la lettre, élargir l'Amérique. Alors ce qu'il appelle l'Amérique, ce sont les États-Unis. Bien évidemment, c'est pas l'Amérique aux Américains, c'est l'Amérique aux États-Uniens. Depuis toujours. C'était déjà ça, la doctrine Monroe au XIXe siècle, et là la doctrine Donroe, Donald, et Monroe contracté en un seul mot. Cette doctrine, c'est donc toute l'Amérique, y compris celle du Nord, au passage avec l'absorption du Québec. Pour nous francophones, ça devrait poser question tout de même, parce que si le Canada était un jour annexé, ça serait la fin du Québec, et ça serait du coup la fin de la francophonie mondiale. D'entrée de plume, étant donné que c'est le Québec et de loin qui est le pays qui lutte le plus contre la domination culturelle de l'anglais, disons, à l'heure actuelle. Alors je mets ça entre parenthèses. On a donc un enjeu, disons, hémisphérique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Trump lui-même. Et est-ce que pour autant c'est une doctrine isolationniste? Nullement. On nous dit souvent que Trump est isolationniste. Aujourd'hui, c'est plus difficile à dire qu'hier, avec tous ces analystes franchement idiots qui l'ont défendu
cette idée que Trump était souverainiste, isolationniste, que c'était la rupture avec le mondialisme, etc., etc. Tous ces gens qui n'ont pas de base marxiste, qui n'ont pas de base de classe pour analyser les faits, sont régulièrement pris à contre-pied. Parce qu'en fait, Trump ne veut dominer l'Amérique que pour dominer le monde entier. Lorsqu'il aura effectivement réussi, s'il y arrive, à réduire Cuba, et donc à réduire ensuite toute l'Amérique latine, tout le monde aura peur ensuite de faire la révolution en Amérique latine si Cuba tombe. Effectivement, là, il pourra, et il peut déjà, d'ailleurs, il n'attend pas, parce que son séquençage temporel est digne de Tex Avery, ça va à toute vitesse. Il attaque en même temps l'Iran, il attaque en même temps sur d'autres fronts. Ça ne lui fait pas peur d'attaquer à différents endroits en même temps. Donc voilà, je pense que quand nous défendons Cuba, enfin en tout cas moi quand je défends Cuba, c'est en défendant certes la sentinelle de l'Amérique du Sud, mais plus largement la sentinelle de tous les peuples qui veulent vivre libres et souverains, y compris d'ailleurs un jour ou l'autre, il faudra venir à cela, le peuple français. On va y venir. Le blocus n'est plus seulement commercial, il est maritime et cinétique. Depuis janvier 2026, avec l'interruption des flux vénézuéliens et les pressions sur le Mexique, Cuba dépend d'une flotte fantôme traquée en haute mer. Ma question, l'ONU s'alarme d'un impact humanitaire dévastateur. Comment maintenir une souveraineté nationale quand 90% de vos importations de brut sont coupées et que les navires qui tentent de vous ravitailler sont saisis jusque dans l'océan Indien? Est-ce de la résistance ou un sacrifice imposé? Oui, eh bien, ce sont les deux. Et si la résistance de Cuba n'est pas secondée par la résistance des peuples, je dirais par exemple que si la résistance autour de Cuba, la solidarité autour de Cuba, ne prend pas la même dimension au minimum que la solidarité autour de Gaza, et pour l'instant on en est loin, il y a une grande mobilisation mondiale pour Gaza, suffisante naturellement, il faudrait qu'elle soit 100 fois supérieure, mais elle est déjà quand même imposante, elle a déjà changé, disons par exemple l'image de la Palestine dans le public américain, et notamment dans la jeunesse, ce n'est pas rien. Mais bon, si cette solidarité autour de Cuba ne s'accroît pas, Cuba sera seul. Et si Cuba reste seul longtemps, évidemment qu'un siège finit par être perdu quand, disons, il est totalement refermé autour de nous. Alors, il y a tout de même autour de Cuba aussi des alliés. Bon, ils sont peut-être insuffisants. Il y a la Russie, il y a la Chine, qui envoie de la nourriture, qui envoie des denrées. Il y a le Mexique aussi, qui, autour de sa courageuse présidente Claudia Sheinbaum, fait ce qu'il peut. Mais bon, malgré tout, tous ces gens-là ont déjà un maille à partir avec l'ogre américain, puisque des pétroliers russes qui ne vont pas à Cuba sont déjà saisis par la marine américaine. Alors s'ils vont à Cuba, qu'est-ce que ça sera? Et donc les Russes, évidemment, ont sur le dos, comme les Chinois, quelque chose que les Américains ne portent pas sur leur dos. Et ce que les Américains ne portent pas sur leur dos, c'est la paix mondiale. Alors que, qu'on le veuille ou non, alors qu'on nous présente sans cesse la Russie, et Dieu sait que je n'aime pas son régime, et la Chine, comme des prédateurs, etc., eh bien, ces deux pays font preuve d'une grande retenue. Peut-être trop, d'ailleurs, peut-être trop quelque part, parce qu'on se demande quelquefois si, quand on se retient trop face à quelqu'un comme Trump, qui est un peu, l'équivalent du Hitler de notre époque, de celui qui veut tout manger. Rappelons-nous comment ça s'est passé pour Hitler. Hitler, notamment, s'est d'abord signalé à l'international par la remilitarisation de la Rhénanie. Il ne s'est rien passé lorsqu'il y a procédé. La France a laissé faire. Lorsqu'il y a eu ensuite la guerre d'Espagne, Hitler, évidemment, a pris parti pour Franco contre les Républicains. Et là, il y a l'épisode immortalisé par Picasso dans une fresque célèbre de Guernica. Guernica a été donc rasé par les avions de la Luftwaffe en appui à Franco. Et c'est la première fois que l'on a vu à ce point que, contrairement à ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale, où c'était d'abord les militaires qui ont payé cher, les morts étaient essentiellement des militaires. Dans la Seconde Guerre mondiale, la majorité des morts étaient des civils. Et le point de départ, c'est Guernica. Eh bien, moi, je dis que Gaza, c'est le Guernica de l'époque moderne. Et que laisser faire ce qui se fait à Guernica par non seulement Trump, mais par Netanyahou, évidemment, c'est un duo fatal. Ah, pardon, excusez-moi. C'est évidemment criminel.
c'est évidemment criminel, et c'est surtout extrêmement dangereux. Parce que si on laisse faire à nos points, comme la politique d'apaisement à une certaine époque à l'égard de Hitler n'a mené qu'à des surenchères de sa part, on aura ensuite évidemment autre chose. Et après Cuba, donc après Gaza, c'est Cuba maintenant qui est un peu la tête de front. L'Iran aussi. Il faut ici qu'on fasse preuve d'une largeur de vue. Je dirais aussi bien nous marxistes que ceux qui ne le sont pas, que même ceux qui, dans l'axe anti-hégémonique, sont anti-marxistes parce qu'ils pensent que les marxistes ne croient pas en Dieu, que par conséquent, ce sont des gens qu'on ne peut pas fréquenter, et ainsi de suite. Mais bon, il y a un poème d'Aragon qui dit « Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui pense à ses querelles au cœur du commun combat. » Et là, nous sommes sous la grêle. Et il faut défendre tous ceux qui sont attaqués par ce prédateur états-unien. Et il faut que, par exemple, les combattants du Proche-Orient qui se réfèrent à l'islam dans leur résistance comprennent qu'il faut défendre Cuba, qui n'est pas musulmane, comme d'ailleurs Cuba, elle, n'a pas du tout de prévention de ce côté-là. Cuba a toujours défendu le peuple palestinien, toujours. Et donc, effectivement, il s'agit ici de lui renvoyer l'ascenseur, je dirais d'une certaine façon. Et encore une fois, ce n'est pas seulement Cuba que nous défendons en défendant Cuba, ce qui me paraît toujours un peu paternaliste. On défend Cuba, on défend l'Iran, mais regardons-nous, nous à l'Occident, qui ne sont même pas capables de défendre nos acquis sociaux, qui ne sont même pas capables de défendre notre indépendance nationale avec l'Europe supranationale, l'Europe atlantique, Ursula von der Leyen qui décide de tout à notre place. Est-ce qu'on est en train de défendre les autres? Défendons-nous nous-mêmes en défendant Cuba, en défendant Gaza, en défendant effectivement donc l'Iran qui est agressé actuellement. C'est l'Iran qui est agressé. C'est pas l'Iran, que je sache, qui est en train de bombarder New York et Los Angeles. Ce n'est pas, ce n'est pas l'Iran qui effectivement est en train actuellement de faire du mal américain. Justement, je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec nous, ici en Europe. L'Europe observe, impuissante, ces entreprises frappées par les sanctions extraterritoriales. Si la France de 2026 décidait de briser ce siège pour aider Cuba, subirait-elle le même sort? Sommes-nous, nous aussi, cubanisables par la finance et l'énergie? Alors je dirais presque que nous sommes cubanisés par avance. Et que c'est même pire. C'est même pire parce que Cuba est estrangulé, mais Cuba résiste. Tandis que la France est strangulée, mais ne résiste pas. Et même au contraire, quelque part, tend le coup comme Iphigénie à son bourreau. On est devant quelque chose qui est quand même grave. C'est-à-dire que les Cubains, c'est un peu, si vous voulez, comme Vercingétorix à Alésia, pour faire référence à l'histoire de France. Voilà. Donc, le courageux Vercingétorix tente d'empêcher que la Gaule soit entièrement conquise par les Romains. Ça parle encore aux Français, puisque la bande de dessinée la plus connue, c'est Astérix. Ça parle encore, tout ça. Et donc, il résiste. Il résiste, et il a du mal, d'ailleurs, historiquement, car toute une partie de l'élite gauloise est du côté romain. Évidemment, il y a toujours eu les riches qui se sont jetés dans les bras du conquérant, parce qu'il allait leur garantir d'être protégés contre la populace, en quelque sorte, la populace gauloise à l'époque. César le dit, tout ça. César le dit dans ses commentaires. Il s'est appuyé sur les élites gauloises. Et donc, Vercingétorix remporte quelques victoires, puis ensuite il est enfermé dans Alésia. Et là, les Romains font le siège. Au bout d'un certain temps, il est obligé de se rendre. Parce qu'on meurt de faim dans Alésia. Et là, il se rend compte que il va donc même s'humilier personnellement, parce tout ça est écrit, César l'écrit lui-même, et il dit que Vercingétorix a eu le choix de se suicider ou de se rendre. Il ne se suicide pas, et c'est encore plus courageux de se rendre. Parce que il va s'humilier, et il sait que de toute façon, son sort ne sera pas enviable. Et n'empêche que les Romains acceptent donc cette capitulation, et ensuite, César fait couper le point droit à tous les combattants pris à Alésia et les renvoie chez eux pour terroriser les villages gaulois. Et il le dit, c'est César qui le dit. Donc, effectivement, ça ne sert à rien de s'être rendu. Ça n'a servi à rien de s'être rendu. Et plus tard, Vercingétorix a été traîné, comme on le sait, derrière le char du conquérant, puis étranglé dans son cachot.
Donc, les politiques de non-résistance, les politiques de capitulation, de toute façon, ne mènent à rien. Ne mènent à rien, ce n'est au mieux que de la mort lente, de l'agonie, et en plus, pire que l'agonie, pour tout homme d'honneur, c'est l'infamie, c'est le déshonneur. Et c'est surtout, pour l'avenir, le fait d'envoyer le message que, au fond, ben voilà, les luttes ne servent à rien, les révolutions ne servent à rien, que tout finit par la capitulation. Je pense quand même que de ce côté-là, il y a beaucoup à méditer. Alors, moi, je reste sur un plan philosophique, je n'ai pas de renseignements sur la situation économique, militaire, etc. de Cuba, je n'ai pas de compétences en la matière. Mais sur le plan philosophique, je dis simplement une chose, c'est qu'à l'époque de Fidel Castro, quand celui-ci, en 1989, voyant tomber la RDA, puis tomber l'un après l'autre les pays socialistes, et comprenant très bien, car il était intelligent, que Gorbatchev allait finir par laisser tomber l'Union soviétique elle-même, il a prononcé un discours à Camagüey pour le 30e anniversaire de la révolution cubaine, donc 59-89, et là, il a terminé son discours par la phrase célèbre « Patria o muerte, socialismo o morir venceremos ». La patrie ou la mort, le socialisme ou mourir, nous vaincrons. Et bon, Cuba, malgré la période spéciale qui a été très dure, aussi dure que la période actuelle, c'est-à-dire la période où l'Union soviétique ne pouvait plus, n'existait plus, donc ne pouvait plus aider Cuba. Et puis Helsinki n'allait certainement pas aider Cuba. Helsinki, c'était une marionnette, un pantin des Américains. Eh bien, donc Cuba a tenu, et Cuba est toujours là, alors que l'Union soviétique de Gorbatchev, qui a capitulé, a disparu, et que non seulement en disparaissant, en laissant tomber le socialisme, et même sa souveraineté nationale, puisque Helsinki était censée, tout le monde le voyait bien, une marionnette, même en faisant cela, elle n'a pas empêché la prédation américaine de continuer, bien au contraire. Bien au contraire. La capitulation ne sauve pas la paix. On l'a vu avec l'Union soviétique. La résistance sauve l'espoir de vaincre plus tard, ou en tout cas sauve l'honneur. Et ce n'est pas bien l'honneur. L'honneur, c'est l'avenir. Tandis que la capitulation, c'est enterrer l'avenir. C'est enterrer l'espérance. Et ça, justement, je crois que Díaz-Canel, le président cubain, qui a montré son courage, parce que par exemple, juste après l'intervention des Américains au Venezuela, il y a eu le meeting à La Havane, devant l'ambassade des États-Unis, en plein ciel. Bon, si les Américains voulaient le tuer à ce moment-là, c'était idéal. Eh ben, il y est allé. Comme, bon, cet ayatollah qui vient d'être tué, bon, moi je ne partage pas du tout, évidemment, ces orientations. Je ne dis pas que je pense aux communistes qui ont été tués par la révolution iranienne, enfin, non pas par la révolution iranienne, mais par, donc en gros, la manière dont elle a été accaparée par les secteurs religieux. Mais n'empêche que, bon, cet homme n'a pas fui. Il n'a pas fui. Et donc, on peut respecter l'homme qui ne fuit pas alors qu'il est menacé de mort. C'est la moindre des choses. On n'a plus de sentiment humain quand on n'est pas capable de respecter au moins ça. Ça s'appelle, c'est même pas le marxisme, je ne sais pas, le communisme, ainsi de suite. C'est ce qu'au Moyen-Âge, on appelait l'esprit chevaleresque. On respecte l'ennemi. Eh bien, c'est ce que ce capitalisme morbide, mortifère, agonisant, sans honneur, éminemment perfide, qui frappe en pleine négociation et qui même des fois tue les négociateurs eux-mêmes, qui donc tire sur des gens qui portent le drapeau blanc des négociateurs, qui donc tire sur les ambulances. Ce capitalisme prédateur, États-Unis, et ainsi de suite, n'a pas d'honneur. Voilà, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Quand nous le combattons, c'est l'honneur de l'humanité que nous défendons. C'est en jeu. Georges, vous faites souvent référence à l'attaque des Horaces pour décrire la résistance des États souverains. Mais soyons concrets. Si le blocus maritime se resserre, si les tankers sont bloqués au point de passage obligé, comme le Panama ou le Gibraltar, que devient cette tactique? Avec la réalité de la guerre en Iran qui redessine les priorités américaines, Cuba a-t-elle encore un plan B? Plus brutalement, la souveraineté politique peut-elle survivre à un blackout total des infrastructures de base, ou est-on en train de forcer Cuba à choisir entre l'effondrement et la reddition? C'est effectivement un danger de tous les jours. C'est tous les jours que la strangulation s'accroît sur Cuba, et ce que vous venez de dire, effectivement, menace tout à fait Cuba. La strangulation, ça finit par l'étranglement, et l'étranglement, ça finit par la mort.
Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il faut regarder quels outils politiques nous avons en quelque sorte en main. Je dis nous, tous ceux qui veulent défendre l'humanité, tous ceux qui veulent défendre Cuba. Évidemment, bon, la première des questions qui est posée est celle qui est posée aux alliés de Cuba. En gros, tout de même, moi, je m'adresse aux dirigeants des BRICS. Je leur pose la question. Je pense qu'effectivement, il faut défendre l'unité de la Chine, y compris l'unité de la Chine avec Taïwan, puisque c'était la base de la reconstitution des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine à l'époque de Mao Tse-tung, que de dire qu'il n'y a qu'une seule Chine. Et là encore, les Américains sont en train de renier la parole donnée par Nixon à Mao Tse-tung à la fin des années 70. Je défends tout ça. Je défends le droit, effectivement, des populations du Donbass à devenir russes si elles le souhaitent, et ainsi de suite. Mais, cela dit, une fois qu'on a dit ça, je me tourne vers les dirigeants des BRICS, vers ceux qui parlent de ceinture de la soie, de choses de ce genre, et je leur dis, bon, si à un certain moment, les alliances économiques, la promesse d'un monde dédollarisé, la promesse d'un multilatéralisme ne passe pas à l'étape supérieure, et si en réalité on laisse étrangler un petit pays après l'autre, sans rien faire, en disant ben, on ne peut rien faire, c'est trop lourd, on ne peut rien faire, c'est trop loin, et ainsi de suite. Et donc, en clair, ici, si des bateaux de pétrole n'arrivent pas à Cuba maintenant, et si il n'y a pas moyen, effectivement, d'affirmer une certaine force là-dessus, un certain message, effectivement, on se met en danger soi-même. Et il ne s'agit pas seulement d'être solidaire de Cuba parce que c'est la beauté du geste, en quelque sorte, ni la solidarité internationale, mais parce qu'encore une fois, si donc l'Amérique du Sud est entièrement sous la coupe des États-Unis à l'avenir, eh bien les routes de la soie sont fichues. Il n'y a plus de routes de la soie. Les routes de la soie s'arrêtent à l'hémisphère oriental pour commencer. Si en outre ensuite c'est l'Iran qui est, disons, déstabilisé, et si par conséquent les routes du pétrole entre la Chine et la Russie sont coupées, il n'y a plus non plus de Chine. Donc il faut réfléchir un petit peu à tout ça. Je ne veux pas dire des choses excessives, je ne suis pas à la place des dirigeants russes et chinois, je pense qu'effectivement ils ont leurs problèmes. Je pense aussi qu'ils ont en tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée qu'il ne faut pas aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale, que c'est la fin de l'humanité, et ainsi de suite, ça ils doivent le penser, alors que les États-Unis s'en fichent, quelque part. On a l'impression que c'est ça qu'on allait. Moi, je pense que ce capitalisme actuel, il est exterministe. Je dis toujours que l'exterminisme est devenu le stade suprême du capitalisme. Depuis au moins Auschwitz et Hiroshima, ces gens n'ont pas peur de l'anéantissement. Ils n'ont pas peur de payer leur maintien comme dominant sur le monde de la fin de l'humanité. Ça leur donne une force extraordinaire. Une force extraordinaire. Surtout si en face, on dit « Ah là là, on a peur. On a peur. » Si tout le monde est apeuré par ce chantage, effectivement, eh bien, ils gagneront toujours de l'autre côté. Et il y aura deux solutions possibles, soit l'anéantissement de l'humanité par la guerre nucléaire, soit l'esclavage généralisé, la tyrannie généralisée, le fascisme mondial, sous l'égide des États-Unis, en réalité. Et les deux solutions, d'ailleurs, peuvent très bien converger. Ça peut très bien être la même chose au bout du bout. Donc, à un moment, il ne faut pas avoir peur. Il faut affronter. Alors, je ne suis pas pour autant... Évidemment, j'en parle tout à mon aise. Moi, je n'ai pas de bouton rouge à ma disposition. Je ne souhaite aucunement la guerre nucléaire. Je pense qu'on doit explorer toutes les voies possibles pour l'éviter. Mais en même temps, il y a des moments où il faut vraiment, ici, marquer un coup d'arrêt. Comme Guernica, comme à Guernica, comme en Rhénanie, comme avec les accords de Munich, où il faut dire non. Il y a bien un moment où il faut dire non, et non fortement. On voit bien, par exemple, je ne l'invente pas, j'en suis triste, je suis pétri de douleur à dire ça, mais on voit bien qu'on ne peut pas discuter avec les États-Unis. On ne peut pas discuter avec Israël. On ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'ils ne sont pas de bonne foi en face. C'est parce qu'ils ne respectent pas le drapeau blanc, en quelque sorte. C'est parce qu'ils sont capables de bombarder la nuit pendant une négociation en lançant le message à l'échelle mondiale que les négociations sont en train d'aboutir, comme ils ont fait tout récemment, où un ministre des Affaires étrangères d'Oman a déclaré que tout allait bien, que tout se passait parfaitement, qu'on allait vers une solution, et pendant la nuit, le lendemain matin, l'ayatollah était tué. Ça s'appelle de la perfidie. C'est le crime de perfidie. Quand
puisque je suis prof de philo, je ne l'oublie pas totalement, quand elle nous explique dans son projet de paix perpétuel que le péché majeur, c'est la guerre d'extermination, parce que même si le droit est la chose suprême, si le droit, la morale, quoi, si vous voulez, les valeurs sont la chose suprême, pour qu'il puisse y avoir du droit et de la morale, encore faut-il qu'il y ait des êtres humains vivants. Donc le crime majeur, c'est la guerre d'extermination, et il explique parfaitement que tout ce qui y conduit doit donc être prohibé, et il parle par exemple de l'assassinat des dirigeants. Quand on fait la guerre avec l'État, avec un autre État, on ne doit pas assassiner ses dirigeants, parce que la guerre n'est jamais acceptable dans la mesure où elle l'est, que si elle mène à la paix. Autrement dit, il peut y avoir un traité de paix, même si c'est un traité de paix désavantageux, injuste, enfin tout ce qu'on voudra, il faut quand même qu'il y ait en face quelqu'un pour traiter. À partir du moment où on détruit les dirigeants du camp d'en face, où on commence même la guerre en tuant les dirigeants du camp d'en face, ça veut dire qu'on exclut tout traité de paix. Et ça veut dire par conséquent qu'on est d'emblée dans la guerre d'extermination. Et donc dans le péché majeur, dans ce que j'appelle l'exterminisme. Donc on est devant une situation comme celle-là. On ne les arrêtera pas en s'imaginant qu'on peut avoir des petites négociations par-ci, des petites négociations par-là. On voit bien que Trump ne sait pas ce que c'est qu'une négociation. On dit toujours que Trump est un grand homme d'affaires qui savait négocier, etc. Non, Trump, peut-être en affaires, était un tueur, tout le monde le sait. Et il s'en vante d'ailleurs. Dans leur idéologie, le mot killer est un éloge. Ça veut dire je suis un tueur. Et bon, il y a un grand sourire jusqu'aux deux oreilles, avec des dents qui sortent de la bouche, quoi, en quelque sorte, si on peut dire. Donc on est vraiment devant des gens comme ça. Il faut prendre conscience du fait que les gens qui dirigent ces pays sont des assassins. Ce ne sont pas des hommes, comment dirais-je, des bourgeois classiques, je dirais, qui certes sont filous sur les bords, qui essayent de faire leurs affaires, mais qui savent s'arrêter, qui ont des limites. Ils n'ont pas de limites. Et ils s'en vantent. Même notre Macron s'en vante. Quand il a déclaré, il y a un peu plus d'un an, qu'avec Poutine, il fallait montrer qu'il n'y avait aucune ligne rouge. Mais bon, un homme sensé ne devrait jamais dire des choses pareilles. Tout le monde a des limites, monsieur Macron. Celui qui n'a pas de limites, comment on l'appelle? Soit c'est un bandit, un gangster, soit c'est un fou. Justement, concernant la France, vous dites que la France est cubanisable, mais la France intégrée à l'OTAN et à la zone euro, a-t-elle seulement les outils techniques pour résister à une telle asphyxie si elle décidait demain de reprendre sa liberté de commercer avec les périphéries des BRICS? Alors, la première des choses, c'est que, imaginons par l'absurde, que moi ou l'un des miens soyons élus à l'Élysée, cette liberté, même si on ne l'a pas, je vous dis franchement, on la prendrait. On la prendrait. La liberté, c'est pas quelque chose qui se négocie. La liberté, c'est comme le droit quand il est juste, quand il est justifié, c'est quelque chose qu'on prend. Lorsque les travailleurs dans une boîte décident à un moment que ça a assez duré, que l'exploitation a assez duré, au 19e siècle, ils n'avaient pas le droit de faire. Ils n'avaient pas le droit de faire un syndicat. Ils n'avaient pas le droit de manifester. S'ils manifestaient, simplement, on leur envoyait la troupe et on tirait dans le tas. Au 19e siècle, il y avait des morts à chaque fois. Parvenu à un certain degré d'exaspération, ce droit, ils le prenaient. Quand en 1941, les ouvriers des mineurs du bassin minier de Lens, où je vis, ont décidé de faire grève, il y a eu 100 000 mineurs qui se sont arrêtés alors que l'Allemagne occupait le nord de la France. Ce n'était même pas le régime de Vichy, c'était carrément la zone spéciale, dépendant directement de la commandanture allemande. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Bon, il y a eu 300 mineurs qui ont été fusillés, mais ils ont ouvert la brèche d'une résistance ouvrière de masse à l'occupation nazie. Ils n'ont pas demandé la permission. Ils l'ont fait. Demain, on serait dans les conditions de diriger ce pays, eh bien, on le ferait. Et en plus, bien sûr, on appellerait à sortir de cette prison des peuples qui est devenue l'Union européenne, qui effectivement, et sans s'embarrasser avec des détails techniques, bien sûr que ensuite les ministres des Affaires étrangères, de l'économie, etc., devraient regarder de près tous les détails techniques. Je ne dis pas qu'il faut mépriser tout ça, mais c'est la volonté politique qui compte. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et donc, si on sort de l'Union européenne, si on sort de l'OTAN, et ainsi de suite, on peut faire des choses.
Et si on n'en sort pas, ben, on commence par faire ce qu'il faut faire, et là on s'aperçoit que de toute façon, de toutes les manières, l'Union européenne, l'OTAN, et ainsi de suite, nous empêchent de le faire, et bien dans ce cas, ou bien on est des révolutionnaires dignes de ce nom, dignes de nos ancêtres, Robespierre, la Commune, et ainsi de suite, ou bien ben, nous sommes les héritiers des collabos. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu à un certain moment, et donc, bon, moi je suis fils de résistant, mon père a pris des armes quand il avait 19 ans. Je ne dis pas que j'aurai le courage, surtout que maintenant je ne suis plus de la première fraîcheur d'en faire autant, mais en tout cas je sais qu'il faudrait en faire autant. Je sais, après, est-ce que j'aurai le courage? Je n'en sais rien, mais je sais qu'il faudrait le faire. Donc, ce sont des choses qui me concernent en tant que, je dirais que patriote français. Quand je défends Cuba, c'est la France que je défends. Un peu comme au XIXe siècle, les gens qui admiraient la France parce que c'était la patrie des révolutions disaient que tout homme, tout progressiste avait deux patries, la sienne et la France. Ça, c'était le XIXe siècle. La France, aujourd'hui, n'est plus que l'ombre d'elle-même de ce point de vue-là. Mais tout homme, aujourd'hui, a deux patries, la sienne et Cuba, quelque part. Et même si on n'est pas communiste, là, je suis en train de faire un appel pour Cuba, je constate qu'il y a des officiers gaullistes qui le signent. Ils ne sont certainement pas pour la lutte des classes et comment dire, le pouvoir populaire, ou je ne sais trop quoi, ou la socialisation des moyens de production. Mais ils sont pour que Cuba choisisse elle-même son destin. Ça s'appelle la souveraineté nationale. Et cette souveraineté nationale inclut le droit, si le peuple le souhaite, de construire le socialisme. C'est d'ailleurs la plupart du temps pour ça que les dirigeants mondiaux du capitalisme veulent détruire la souveraineté nationale. C'est parce qu'en détruisant la souveraineté nationale, ils empêchent les peuples d'aller au socialisme. Ça marche ensemble. Donc moi, je défends les deux. Et je ne dis pas en disant cela qu'il faut imposer à ceux qui ne sont pas pour le socialisme d'être pour le socialisme. Je leur dis simplement qu'il faut ici permettre au peuple de choisir leur voie. Donc, comme l'a toujours dit Fidel Castro, hein, chacun ici, Fidel Castro a reçu le pape à une certaine époque à Cuba. Et donc, bon, voilà, il ne lui a pas dit qu'il fallait aller tous les jours à l'église, et Fidel n'a pas dit au pape qu'il fallait qu'il lise le manifeste du Parti communiste. Voilà, mais il a dialogué avec des gens qui étaient fort différents de lui face à cet ogre mondial qui est véritablement pont destructeur, maga destructeur. Il faut que la diversité mondiale devienne une force. Il faut que le front anti-hégémonique mondial soit une force et non pas quelque chose qui nous ralentit. Mais encore faut-il, et je réponds par un long détour à la question posée au départ pour les BRICS, encore faut-il que l'alliance des BRICS, mais ils le constateront d'eux-mêmes, c'est pas moi qui le leur dis, que l'alliance des BRICS devienne autre chose qu'une entente pour des affaires financières, pour des affaires économiques. Il faut qu'elle soit politique, il faut qu'elle prenne peut-être un tournure militaire. Ils vont y être forcés. Ils vont y être forcés. Je le souhaite aussi pour la France, parce que si on reste dans l'Alliance Atlantique avec des gens comme Macron, plus tard Bardella, qui ne valent pas plus cher que Macron du point de vue, disons, des affaires étrangères, du point de vue de la politique internationale, c'est-à-dire des gens qui courent derrière les Américains, qui courent derrière l'Allemagne en plein réarmement. Mais c'est de la folie. Lorsque l'Allemagne sera redevenue, comme elle l'espère, la première puissance d'Europe, mais nous, Français, ça ne devrait pas nous réjouir, après ce qui s'est passé au XIXe siècle, au XXe siècle, et ainsi de suite. Bon, nous avons subi tout ça. Avons-nous la mémoire si courte? Bon, eh bien, si donc la France reste dans le cadre de ces alliances, qui sont en réalité des moyens de soumission, eh bien, la France disparaîtra. Elle disparaîtra, et il n'y aura même pas eu besoin de l'assiéger. Elle disparaîtra toute seule. Elle disparaîtra par ce que la Boétie, qui était l'ami de Michel de Montaigne, appelait la servitude volontaire. On y est déjà. On y est déjà. Et quand je vois Macron faire le kéké en allant à je ne sais quel rendez-vous international dans son avion, accompagné de 4 rafales, un devant, 2 sur les côtés, un derrière, et ainsi de suite, et se la jouer comme ça, quoi. Tout content quoi, d'être chef de guerre international, alors que tout homme sensé devrait au contraire, s'il a des enfants, mais peut-être c'est pas son cas, d'ailleurs, se dire, mais que vont devenir mes enfants, non, que va devenir ma famille? Mais vous n'avez pas besoin d'être marxiste pour comprendre ça. Vous avez tout simplement besoin d'aimer vos petits.
Absolument. Le paradoxe cubain atteint ses limites. Des vaccins de pointe, mais des ambulances clouées au sol faute de diesel. L'inflation explose et le marché noir du litre de carburant atteint les 5 $. On voit l'émergence des MIPIM, des PME privées, pour tenter de pallier les carences de l'État. Cette ouverture est-elle une bouffée d'oxygène souveraine ou l'aveu que le modèle centralisé ne peut plus nourrir son peuple sous un blocus de cette intensité? Alors, il me semble qu'effectivement, les dirigeants cubains, qui ne sont pas exterministes, eux, et qui veulent que leur peuple ne meure pas, qui veulent sauver l'île et ses choix politiques, mais qui veulent aussi, avant tout, c'est normal, sauver leur peuple. Car s'il n'y a plus de Cubains, il n'y a plus de socialisme cubain non plus. Hein. Donc ici, il faut être matérialiste. Ces dirigeants font les concessions qu'ils sont forcés de faire et ils essaient de gagner du temps, tout simplement. Dans un siège, que fait-on? On essaie au jour le jour de gagner du temps. On essaie de faire en sorte que, par exemple, si les Américains tolèrent des importations de pétrole pour des privés, ils font un calcul, les Américains, en se disant que comme ça, ils vont renforcer le patronat privé sur l'île de Cuba et que par conséquent, ils vont renforcer les forces qui vont pouvoir opérer un changement de régime. Les Américains, ils n'ont pas non plus, c'est ça qu'il faut bien voir, les Américains n'ont pas non plus toutes les cartes. On n'a jamais toutes les cartes. Même le tyran le plus absolu qui croit à son absoluité sait très bien qu'il ne l'est pas. Louis XIV lui-même ne pouvait pas tout faire, et donc il y avait des limites. Il y a toujours des limites tout bonnement parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de chair et d'os, nous sommes des êtres de matière, et bon, dans la matière, le pouvoir absolu, ça n'existe pas. Hein. Quand il y a une action, il y a une réaction, et ainsi de suite. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il faut simplement rester les pieds sur terre. Ils n'ont pas toutes les cartes, pourquoi? Parce que pour tenir Cuba, il ne suffit pas d'assiéger le gouvernement, de le faire tomber, etc. Il faut ensuite tenir l'île. De même qu'il ne suffit pas de tuer Maduro, il faut ensuite tenir le Venezuela. De même qu'il ne suffit pas d'assassiner l'ayatollah Khamenei, il faut ensuite tenir l'Iran, et ainsi de suite. Et là, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors j'observe déjà, par exemple, que pour l'Iran, aujourd'hui même, Trump vient de redéfinir les buts de guerre, qui sont les siens, et le mot « regime change » a disparu du vocabulaire. Bon, ce n'est pas si simple, parce que, bon, voilà, 90 millions d'habitants à tenir. Envoyons donc des troupes américaines là-bas, je vous souhaite bien du plaisir, messieurs les djihadistes. Et on a vu en Irak, on a vu ce qui est devenu la Libye, ce qui est devenu la Syrie, entre-temps, et ainsi de suite. Hein. Donc, voilà, il faut tenir le pays. Et ils savent que ce pays, ils n'ont pas tellement d'armes sur place pour le tenir. Parce que, effectivement, massivement, la population cubaine, quand elle a pu se manifester, a montré son soutien au régime. Lorsqu'il y a eu récemment des émeutes de la faim, entre guillemets, où des Cubains tapaient sur des casseroles, sans doute téléguidés par quelques émissaires états-uniens habilement placés, parce qu'il y en a toujours, immédiatement tous les médias français se sont jetés là-dessus en annonçant la fin du régime. Le lendemain, il y avait 1 million de gens qui manifestaient à La Havane avec le slogan « Las calles son de revolucionarios ». Les rues appartiennent aux révolutionnaires. Et ça s'est arrêté comme ça. Donc, ils savent qu'ils n'ont pas ça. Alors, comment peuvent-ils faire? Eh bien, ils peuvent faire ce qu'ils font, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que, quand même, Cuba ne s'écroule pas dans une espèce de vaste camp de la faim, hein, où des gens par millions mourraient de faim. Ça, quand même, pour les États-Unis, ça serait dévastateur, et ça serait dévastateur à l'interne pour Trump, puisque l'un de ses principaux soutiens s'appelle Marco Rubio, que Marco Rubio, c'est l'ancien gouverneur de Floride, ou peut-être, oui, je ne sais pas s'il est encore, peu importe, et que donc il a derrière lui toute cette diaspora cubaine dont les 2 tiers sont des contre-révolutionnaires, mais où il y a aussi des gens qui ne sont pas des contre-révolutionnaires, qui sont simplement des migrations économiques. À partir de là, est-ce qu'il peut aller jusque-là? S'il ne veut pas aller jusque-là, s'il ne veut pas devenir au niveau mondial quelqu'un qui est haï, détesté dans le monde entier, mais par tout le monde, du plus petit enfant au centenaire, en quelque sorte, il faut qu'il essaye de faire autrement. Surtout qu'on n'est plus à l'époque de Vercingétorix, justement, dont je parlais tout à l'heure. À notre époque, il y a les médias, il y a l'Internet, il y a les satellites, etc. Donc, quelque part. Si on cherche... Et donc, à partir de là, il a, comment dirais-je, il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il y aille avec
l'intelligence nécessaire pour que ça se passe bien et que le prix à payer ne soit pas supérieur à ce qu'il obtiendrait comme gain. Donc les Cubains le savent aussi, ils jouent dessus, ils espèrent que la résistance à l'échelle mondiale aux entreprises américaines sera suffisante, ils espèrent que l'Iran, le sort de Cuba se joue en Iran, hein, large mesure. Bon, ils espèrent aussi que, d'une manière ou d'une autre, il y aura un réveil, et moi en tant que marxiste, c'est celui-là que j'espère le plus, mais tout simplement de la classe ouvrière. Parce que quand on fait des analyses politiques, là j'écoute des analystes politiques qui sont anti-américains, mais dont beaucoup d'entre eux sont exagérément optimistes depuis toujours. Moi j'ai toujours été plus pessimiste qu'eux. Parce que bon, les BRICS vont faire ceci, les BRICS vont faire cela, le dollar est mort, l'empire américain est enterré. Ah oui, il est enterré, on le voit en ce moment comme il est enterré, l'empire américain. Bon, donc, ces gens-là, ils ne voient pas que les BRICS ne peuvent pas être une riposte économique, il faut aussi qu'elle soit une riposte politique et militaire. Mais surtout, ce qui est absent totalement de leur calcul, c'est la lutte des classes, tout simplement. Or, qu'est-ce qui est souriant? Et c'est pour ça qu'il faut gagner du temps pour Cuba. Que toute journée de gagner, toute semaine, tout mois de gagner, effectivement, laisse l'espoir d'une contre-attaque et d'un desserrement du blocus. C'est que, tout simplement, par exemple, tout récemment, la plus grande grève de l'histoire de l'humanité vient d'avoir lieu en Inde. Ces jours-ci. Modi, qui lui joue les équilibristes entre les BRICS et les États-Unis, qui vient encore d'aller se promener en Israël tout récemment, il n'y avait certainement rien de mieux à faire dans la période récente. En Inde, la plus grande grève de toute l'histoire humaine. Bon, au Québec, il y a des grèves tous les jours. Il y a des grèves tous les jours dans nombre de pays, et même aux États-Unis, ça finira par se réveiller, parce que la politique de Trump, soyons marxistes, soyons dialecticiens, hein, Marx disait, les capitalistes créent eux-mêmes leur propre fossoyeur, le prolétariat. Donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Toute cette politique de Trump, qui vise effectivement à remettre la classe ouvrière blanche américaine, blanche malheureusement, puisqu'il joue là-dessus, américaine derrière lui, a joué sur le Make America Great Again, donc rapatrier l'industrie aux États-Unis. Et pour cela, mettre en place des tarifs douaniers, etc., qui, bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Ça ne marche pas. Et donc, on voit bien qu'en réalité, ça ne fonctionne pas et que la crise sociale continue de s'aggraver aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est que si on se trouve avec une politique de brutalisation comme celle de Trump à l'égard de l'Iran, à l'égard qui conduit à la fermeture du détroit d'Ormuz, par exemple, ou à des choses de ce genre, et que le pétrole double de prix dans les mois qui viennent, il n'y a pas que les Cubains qui vont taper sur des casseroles pour avoir du pétrole et de l'essence. Il va y avoir des ouvriers américains aussi. Et donc, il va y avoir les élections de mi-mandat. Je ne me repose pas trop là-dessus, parce qu'au point où elle est Trump, avec le côté fascisant du personnage, je ne suis pas sûr que le Congrès, les élections, le Capitole, etc., que tout ça, ça lui parle beaucoup. Mais ce n'est pas la même chose quand un pouvoir capitaliste est obligé de taper sur la tête des gens pour se maintenir, ou quand il est ovationné par eux. Quand il est obligé de taper sur la tête des gens pour se maintenir, ça veut dire qu'il est faible, ça veut dire qu'il est affaibli. Et ça veut dire qu'on vous tape sur la tête un jour, vous rentrez à la maison, 2 jours, vous rentrez encore à la maison, et le 3e jour, c'est vous qui sortez avec vos voisins, avec des manches à balai, avec tout ce que vous trouvez, pour aller chercher quelqu'un au Capitole ou à l'Élysée. Je pense à l'épisode des Gilets jaunes, par exemple, il y a quelques années. Donc, il faut gagner du temps, par tous les moyens possibles et imaginables. Et il faut aussi, bien sûr, renforcer la solidarité, comment dirais-je, matérielle, puisqu'il y a plusieurs organisations, en France et ailleurs, dans le monde entier, qui donc envoient de la solidarité matérielle à Cuba. Il faut aussi faire pression sur notre gouvernement. L'organisation dont je fais partie, le PRCF, est à la tête d'un appel qui va appeler le gouvernement français, qui n'en fera rien, mais c'est notre rôle de le faire quand même, à envoyer un pétrolier à Cuba. Imaginons que la France, qui est une puissance caribéenne, puisque, que je sache pour l'instant, la Martinique et la Guadeloupe dépendent toujours, on peut être pour ou contre, mais c'est une autre question, ça dépend toujours de la juridiction française. Et il y a des pétroliers de la marine nationale, autrement dit des pétroliers militaires français, qui sont là-bas. Il ne serait pas difficile que de la Jamaïque, de la Martinique ou de la Guadeloupe,
on envoie un pétrolier à Cuba. Imaginez d'ailleurs, pour le prestige de la France dans le monde, ce que ça signifierait. Ça serait énorme, énorme, autant et plus même encore que lorsque De Villepin avait défendu devant le Conseil de sécurité de l'ONU le droit du peuple irakien de ne pas être agressé par les États-Unis. Et bien plus que ça encore. Et est-ce que les États-Unis iraient jusqu'à couler un pétrolier français allant vers Cuba? Mais non, évidemment que non. Ils ne peuvent pas faire ça, ils sont tout puissants, mais il y a des limites, il y a des limites. C'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a plus de limites que les limites disparaissent magiquement. Elles sont toujours là. Donc on pourrait le faire si on voulait le faire. Et voilà. Donc, on doit faire pression de toutes ces manières-là. Et surtout, chez nous, en France, on doit expliquer. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est ce que fait votre chaîne en permanence. Il faut expliquer. Il faut se dire que la principale solidarité, ça paraît bête de dire ça, mais c'est la parole. C'est la parole, plus exactement, c'est la parole vraie, c'est la vérité. Et moi, je cite toujours une phrase de Rosa Luxembourg, qui dit qu'il n'y a rien de plus révolutionnaire que de dire ce qui est. Eh bien, disons ce qui est à propos de Cuba. Voilà. Absolument, absolument, Georges. Alors, malgré le siège, Cuba reste un géant biotechnologique. Elle est le seul pays d'Amérique latine à avoir vacciné massivement ses enfants dès 2 ans par ses propres formules. Est-ce là la véritable définition de la souveraineté au XXIe siècle? Pourquoi la France, avec ses moyens colossaux, a-t-elle échoué là où Cuba a réussi techniquement? Est-ce, comme vous le suggérez souvent, parce que nos élites ont déjà accepté la défaisance nationale au profit des intérêts transatlantiques? Mais c'est exactement ça, oui, bien sûr. Ce qui se passe à Cuba, c'est qu'on a décidé, dès les années Fidel Castro, ça remonte maintenant un peu loin, on a décidé effectivement de faire de 3 choses, de 3 domaines de la vie nationale, des points d'appui, et non pas des boulets dont il faudrait se défaire. Ces 3 sujets, ce sont la santé, l'éducation et la recherche. Dans nos pays occidentaux menés par le néolibéralisme depuis je ne sais combien de temps, au contraire, il s'agit de tailler sans arrêt dans les dépenses de santé. L'Union européenne ne cesse d'envoyer des sommations à la France et aux autres pays pour diminuer leurs dépenses de santé et abonder l'économie de guerre. C'est un choix politique. De même que pour l'éducation, je suis un ancien professeur d'éducation nationale, j'ai vécu sous le régime de l'austérité constamment pendant toute ma carrière. Et de plus en plus, à la fin de ma carrière, c'était compliqué. On ne savait jamais quel poste allait être supprimé l'année suivante. C'était vraiment agréable d'être professeur en étant sur un siège éjectable, constamment, avec des disputes entre les différentes disciplines pour savoir qui allait y passer. 4000 suppressions, par exemple, cette année en France. Postes supprimés dans le pays. Et par ailleurs, pour la recherche publique, elle-même a toujours été sous oppression, en quelque sorte. Et plus que ça encore, elle a été, dirigée par les méthodes américaines, c'est-à-dire que la recherche elle-même est soumise au mode de fonctionnement de type américain. C'est les publications dans les grandes revues, comme par hasard anglophones et américaines, un peu plus. Si vous ne publiez pas dans Nature, comme aiment tant le dire nos journalistes, etc., vous n'existez pas, en tant que, par exemple, physicien, et ainsi de suite. Bon, donc voilà, le résultat des courses, c'est que la France, qui était un pays, disons en gros, un pays de pointe, quand même à une certaine époque, notamment dans les mathématiques, la physique, la cosmologie. On est encore en pointe en cosmologie grâce aux femmes, soit dit en passant. Mais enfin donc il y a eu tout ce système-là, et il a été cassé, délibérément cassé. Il n'y a pas si longtemps, ça a été la réforme de Pécresse des universités, sous Sarkozy. Ensuite, on a eu Geneviève, comment s'appelait-elle celle-ci, Furaso sous Hollande, etc. Enfin bref, ils n'ont pas su quoi faire pour casser le modèle traditionnel français, qui n'était pas un modèle révolutionnaire, mais qui datait de la bonne vieille République bourgeoise du XIXe siècle. Et donc à la place, on a mis tout ça. Les Cubains, c'est tout autre chose. J'ai eu l'honneur, pour la première fois, quand j'ai fait un voyage officiel à Cuba au titre du PRCF en 2004, j'ai eu l'honneur d'être reçu avec mes camarades au centre biomédical de La Havane.
Et donc là, j'ai rencontré toute une série de chercheurs de haut vol qui travaillaient effectivement sur les vaccins, sur la biotechnologie, sur les médicaments, qui fabriquaient des tas de médicaments qui rapportaient beaucoup d'argent d'ailleurs à Cuba, sans exploiter quiconque, puisque c'était des médicaments de même valeur que les médicaments de Pfizer et compagnie, mais à destination des pays du tiers-monde qui ne pouvaient pas acheter les médicaments de Pfizer et compagnie, qui étaient 50 fois plus chers. Et donc, Cuba faisait aussi ses affaires comme ça, parce que ça lui permettait d'avoir des devises qui lui permettaient d'acheter du pétrole, justement, et donc du lait aussi pour ses enfants, puisque l'agriculture à Cuba, c'est pas si facile que ça, dans une zone comme Cuba, qui est quand même pas, c'est pas la Beauce ni la Normandie, hein, de faire de l'élevage, etc. Et donc, j'ai discuté avec ces gens, des gens extrêmement passionnants, gentils, tout à fait fraternels, quoi. Et à un moment, je leur ai posé une question. Et j'ai dit au professeur Penton, qui s'appelait Roberto Penton, qui était là-bas, je lui ai dit, mais bon, vous êtes à quelques encablures là, des États-Unis, si jamais une guerre éclatait entre les États-Unis, ne pensez-vous pas que la logique des choses, étant donné ce que sont les États-Unis et ce que vous êtes vous, ça serait que les premiers missiles, ce soit pour vous, les chercheurs du centre biotechnologique de la Havane. Et ils m'ont tout dit, ils m'ont tous répondu d'un seul élan, on le sait, et on ne partira pas, on reste quand même. Autrement dit, là-bas, pour faire de la recherche, il faut être héroïque. Littéralement héroïque. Et c'est pareil, quoi. Bon, en gros, c'est tout ce qui fait leur force, quelque part. Toutes ces personnes qui, à Cuba, ont étudié pour devenir médecin, ou pour devenir instituteur, et ainsi de suite, savent bien que pendant toute une période, leur destination, c'était d'aller travailler à l'étranger. Par exemple, à l'époque de Chavez, quand a été mise en place l'alternative bolivarienne des Amériques, l'ALBA, c'était des pays du Sud, donc ils ne voulaient pas échanger par l'intermédiaire du dollar. Que pouvaient-ils faire sinon du troc? Donc ils faisaient en gros du troc, donnant-donnant. On ne va pas se concurrencer comme dans la stupide concurrence libre et non faussée du traité de Maastricht, c'est-à-dire en essayant de se ruiner mutuellement pour faire tous la même chose, à savoir la dernière touche du portable, mais on va chacun essayer de vendre aux autres, enfin plus exactement, de donner aux autres en échange de ce qu'ils font de mieux, ce que nous savons faire de mieux. Donc les Cubains envoyaient au Venezuela des instituteurs et pour alphabétiser les quartiers populaires de Caracas, et des médecins qui partaient aussi, même en Italie. En Italie, pendant la période du Covid, ce sont les médecins cubains qui sont venus soigner les gens à une certaine époque. Et il y avait des villes d'Italie qui n'ont rien de communiste, hein, qui avaient monté le drapeau cubain devant leur mairie, parce que Cuba les avait secourus. Où sont-ils d'ailleurs en ce moment? Où sont ces gens qui ont bénéficié de l'apport des Cubains en ce moment, hein? Quand est-ce qu'ils vont renvoyer l'ascenseur de ce côté-là? Donc effectivement, c'est quand même extraordinaire, les pauvres aider les riches. Hein? Ça, l'humanisme, quelque part. Ça veut dire que le fait d'être un être humain, pas seulement toutes les différences de classe, de sexe, de tout ce qu'on voudra, de religion, et ainsi de suite. Et donc, Cuba, si Cuba, en quelque sorte, cristallise comme ça la haine du capitalisme, c'est parce que quand on est un peu malin, pour les intellectuels en particulier, qui sont capables, qui devraient être capables en particulier de faire des raisonnements de proportionnalité, de règle de 3, si on peut dire, comme on apprend à l'école primaire encore, je crois, et qui se rendent compte que de ce que fait Cuba avec des moyens extrêmement réduits, et un blocus qui l'assiège et qui l'étouffe de plus en plus. Ce qu'a réussi à faire Cuba depuis si longtemps, si on arrivait à leur enlever le blocus, et si on arrivait effectivement à se projeter à l'échelle de la planète, non pas d'un pays de 11 millions d'habitants, mais d'une planète de 7 milliards, 8 milliards et quelques d'individus, mais ça serait quasiment miraculeux. Voilà. Et ça, c'est rendu possible par quoi? C'est rendu possible par le socialisme. C'est rendu possible par le fait que les moyens de production n'appartiennent pas à une oligarchie, qu'ils appartiennent à l'ensemble de la population et qu'ils sont gérés démocratiquement et que par conséquent, à partir de là, eh bien, bien sûr, on peut toujours dire, mais regardez, ça ne marche pas, les Cubains n'ont pas ceci, les Cubains n'ont pas cela. Imaginons que la France soit assiégée comme les Cubains. Qu'est-ce qui se passerait? C'est pareil. Hein. Comme pendant la guerre, moi, ma mère me racontait comment ça se passait pendant l'occupation allemande, hein, où la population avait faim.
où tous les jours, il fallait aller faire des kilomètres pour aller chercher un lapin à la campagne, ou il y avait 3 pommes de terre dans son jardin. Mais c'était comme ça à l'époque, et la France de l'époque était déjà largement plus riche que ne l'est Cuba actuellement, du point de vue des ressources. Donc, ces gens-là ne savent plus ce que c'est qu'un siège. Comme si on allait reprocher à Vercingétorix, je reprends encore ma comparaison tout à l'heure, que les habitants d'Alésia aient effectivement manqué quelque peu de viande et de vin à la fin du siège. Mais à la fin du siège, ils mangeaient des rats, comme sous la Commune de Paris. Que mangeaient les communards pendant que Bismarck assiégeait Paris à l'époque? Ils mangeaient des rats et des chats. Ils ont même dû tuer l'éléphant du Jardin des Plantes pour manger sa viande. Enfin, ouvrez les yeux et donnez, messieurs, là, les gens de la fausse gauche, là, hein, au lieu de donner des leçons à ceux qui sont assiégés, soyez du côté de ceux qui sont assiégés. C'est ça, quand même, normalement, être du côté de ceux qui, normalement, devraient quand même avoir lu Les Misérables de Victor Hugo, par exemple. Venons-en à Cuba, qui est officiellement État partenaire des BRICS depuis peu. Pourtant, la Russie et la Chine semblent jouer les équilibristes. Si Moscou promet des livraisons d'urgence, la réalité des routes maritimes sous surveillance américaine rend ce soutien précaire. On sent une volonté de Washington de fragmenter ce bloc naissant. Georges, vous parlez d'un bloc multipolaire en rétraction. Cuba est-elle en train de payer le prix d'une offensive globale? Quand on voit les pressions sur le Groenland pour verrouiller l'Arctique ou l'asphyxie-land du Venezuela, ne sommes-nous pas dans une répétition de la tactique des Horaces, éliminer les alliés périphériques un à un pour isoler, in fine, le cœur russo-chinois? Mais oui, mais c'est exactement ça. Et donc la question est de savoir si à la tactique des Horaces et des Curiaces, on ne va pas répliquer, nous, c'est-à-dire les dominés de la planète, par la tactique des Coriaces, si je puis dire, quelque part. C'est-à-dire que, bon, puisqu'on le sait, puisqu'on connaît cette histoire des Horaces et des Curiaces, donc au départ, il y a 3 guerriers Horaces, 3 guerriers Curiaces qui vont régler le sort de Albe et de Rome, hein, c'est sportif en quelque sorte, c'est pas la guerre, on laisse cette joute décider. Puis les deux, dès le début, 2 Horaces sont tués. Et donc, voilà, il faut raconter l'histoire parce que je pense que tout le monde ne la connaît pas. Et donc, en fait, Horace, le seul frère Horace qui reste en vie, est face à 3 Curiaces. Comment va-t-il quand même arriver à les tuer? Eh bien, il se trouve que 2 Curiaces ont été blessés pendant le combat. Un petit peu, quoi. Donc, toute blessure compte quand même. Hein. Même si on n'a pas gagné, si on a blessé l'adversaire, ça compte quand même pour les suivants, j'ose dire. Je pense aux Iraniens, je pense aux Vénézuéliens, et ainsi de suite. Bref, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, Horace fait mine de s'enfuir. Il fait mine de s'enfuir, et du coup, les Curiaces, bêtement, lui courent derrière. Il se trouve que celui qui est le plus blessé, évidemment, se laisse distancer, que celui qui est un peu blessé est au milieu, et que celui qui n'a pas du tout été blessé, évidemment, est le premier, là, l'Horace subsistant, tue le frère Horace, qui n'était pas blessé, pour commencer. Puis il tue le second, qui est affaibli, et qui, en étant blessé et en courant, s'est encore plus affaibli, et en plus, et pour finir, il n'a plus qu'à aller achever le dernier, qui arrive quasiment mourant à ses pieds, en quelque sorte. Bon, ben c'est ça que fait Trump. Trump, à un sens, on le prend pour un imbécile, et il ne l'est pas. Il est extrêmement méchant, c'est une brute épaisse, c'est un capitaliste débridé, hein, bon, killer, on l'a dit tout à l'heure, mais il n'est pas bête. C'est pas vrai qu'il est bête. Tout le monde est là pour dire il est ignare, c'est un béotien. Oui, mais être inculte et béotien n'empêche pas d'être futé, hein, d'être rusé. Bon, et donc en fait, quand il est arrivé en place, Trump s'est confronté à la tactique que lui avait léguée Biden et que sans doute Trump ne trouvait pas très intelligente. Biden attaquait tout le monde en même temps. C'est-à-dire que Biden attaquait à la fois du côté de l'Ukraine, où de plus en plus il menaçait d'envoyer des Tomahawks et ainsi de suite, du côté de Taïwan, du côté de la Corée, hein, la Corée du Nord qu'il voulait aussi attaquer le plus vite possible. Et bon, Trump, en fait, a divisé le front. Il a divisé le front avec des tactiques visant effectivement à attirer, je dirais, Poutine dans une négociation séparée, quelque part. Et donc, fragmenter également aussi un petit peu le front dans son propre camp pour pouvoir
à la fois diviser l'adversaire et s'élargir lui-même, comprenant toute l'Amérique, par exemple, et le Groenland, et le Canada, et ainsi de suite, quitte à affronter ses propres alliés. Et puis, et bon, comme ça, comment dirais-je, il augmente sa propre force de frappe et il divise celle de l'ennemi. C'est assez bien pensé, en réalité. On peut, disons, admirer la tactique de l'ennemi tout en la trouvant odieuse. Hein, ça n'empêche pas. C'est pas de la morale ici que je suis en train de faire, c'est de regarder, disons, un Monopoly mondial, hein, quelque chose comme ça. Bon, alors effectivement, puisque nous le savons, restons-nous les bras croisés ou pas? Et donc, la question se pose pour la Chine, la question se pose pour la Russie. Est-ce qu'on va faire un pas? Je pense qu'ils vont être obligés de le faire. Je pense que les Russes et les Chinois vont être obligés de le faire, ce pas. Celui de céder et de céder ouvertement. Il y a un risque. Et oui, il y a un risque, celui de marcher plus vite que prévu à la guerre mondiale, parce que le camp d'en face est décidé à en découdre. Mais de notre côté, ce n'est pas parce qu'on ne prend aucun risque qu'on ne prend aucun risque. Il y a des moments où on ne prend aucun risque, c'est ce qui est le plus risqué, justement. Et donc, quand je vois qu'en Russie, on parle toujours de l'esprit d'encourage, par exemple, c'est-à-dire que l'on continue à faire comme si réellement Trump était intéressé par des affaires séparées avec la Russie, alors que manifestement, il se la réserve pour la bonne bouche, si je puis dire, pour le dessert, hein, en entrée le Venezuela et l'Iran, pour la salière Cuba, pour le sucrier plutôt Cuba, et puis pour le plat de résistance la Chine et pour le dessert la Russie. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est comme ça qu'on pourrait la jouer si on était peut-être à sa place dans ce jeu de Monopoly mondial. Enfin, il faut serrer les boulons. Et donc, serrer les boulons, ça commence par poser des actes symboliques. Des actes symboliques qui consistent effectivement à ne pas laisser tomber les amis en difficulté. En l'occurrence, il faut se souvenir de la façon dont s'est constituée l'alliance entre les Cubains et les Russes. Ça date de l'époque de Castro. Bon, là, à l'époque, c'est une solidarité de type politique et idéologique entre communistes, forces communistes soviétiques et forces communistes cubaines. Et comme on le sait, les Russes, les Soviétiques, disons, à l'époque, puisque Khrouchtchev n'était pas russe, hein, à l'époque, Khrouchtchev, c'était un Ukrainien, soit dit en passant. Et donc, Khrouchtchev décide d'envoyer des fusées à Cuba et de les installer secrètement. Pourquoi cela? Alors, ce n'est pas seulement pour défendre Cuba qui a été déjà menacé d'invasion par les États-Unis. Il y a eu la baie des cochons, hein, entre-temps. Les États-Unis ont tenté d'envahir Cuba. Donc, pour protéger Cuba, mais aussi pour une autre raison, c'est que les États-Unis à l'époque, et Kennedy par exemple, viennent d'autoriser l'implantation de fusées américaines en Turquie. Et donc, en gros, aux frontières de l'URSS. Donc, les fusées soviétiques à Cuba, c'est la réponse de Khrouchtchev à Kennedy, quelque part. C'est pas les Russes qui commencent dans cette affaire-là. C'est jamais les Russes qui commencent, en réalité. Et donc, bon, ben là, on est aux portes de la guerre mondiale quand les Américains la prennent. Au passage, hein, ça fait réfléchir pour ceux qui ont vraiment du mal à comprendre quoi que ce soit à l'histoire humaine. Mais imaginons 2 minutes que nous ayons des fusées russes implantées à Bruxelles, par exemple. Est-ce que la France trouverait ça normal, hein, ou dans la principauté de Monaco, tiens, par exemple. Parce que Cuba, c'est plutôt, vu la taille, à peu près par rapport à la France, Monaco par rapport aux États-Unis. Hein. On aurait des fusées russes ou chinoises à Monaco, on trouverait ça tout à fait normal et on dirait bah, c'est normal, Monaco est souverain, il fait ce qu'il veut. Ah oui, tiens, on verrait comment ça se passerait 2 minutes. Bon, enfin, donc on en est là. Et l'accord final qui a été conclu entre les deux cas, comme on disait à l'époque, Khrouchtchev et Kennedy, ben, c'est tout simplement que les Soviétiques ont enlevé leurs fusées à Cuba, que les Américains retiraient leurs fusées de Turquie, et que ben, les Américains s'engageaient à ne plus envahir Cuba. Mais, à l'inverse, que si on touchait à Cuba à nouveau, le problème revenait à la case départ, que les Soviétiques auraient défendu Cuba. Quoi. Bon, ben voilà, il faut que maintenant la Russie de Poutine honore les promesses de l'Union soviétique, puisque juridiquement parlant, la Russie est l'héritière de l'Union soviétique. La Russie actuelle, fût-elle non soviétique, est toujours l'héritière, et elle a une promesse à honorer. Et elle se défend elle-même si elle défend cette promesse. Si elle laisse étrangler Cuba, mais bon, déjà on voit les cris de joie. On voit que bon, la guerre en Iran actuellement, beaucoup de gens ne la comprennent pas en disant mais c'est très risqué pour Trump, mais qu'est-ce qu'il a y gagné, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle et ainsi de suite.
Mais c'est pas comme ça que se passe la vie politique en réalité. Les êtres humains sont des êtres humains et beaucoup d'entre eux sont très faibles. Bon, là, Trump ne se sent plus de joie depuis l'enlèvement de Maduro. C'est tout. Il se dit ce que j'ai fait avec Maduro et maintenant ce que je viens de faire en tuant l'ayatollah. Mais voilà, je suis le roi du monde. Hein. C'est comme Gas Musquet après sa victoire sur Sonny Liston à la boxe. I am the king of the world. Hein, allons-y gaiement. Si en plus, derrière, par exemple, il s'empare de la direction cubaine, qui envahit Cuba, et que la Chine dit « Nous condamnons fermement ce genre de choses. » Bon, mais c'est tout. Après, ça sera le Groenland. Après, les 12 soldats envoyés par Macron seront soufflés comme des bougies d'anniversaire, littéralement par Trump. Hein. Et donc après, mais après, ça sera les possessions françaises qui restent dans le monde, qui y passeront. Je ne sais pas s'il faut les garder ou pas, et c'est un autre sujet, on pourrait avoir des débats là-dessus. Mais bon, est-ce que, ayant le Groenland et le Canada, il va laisser à la France Saint-Pierre-et-Miquelon, tiens, par exemple, pour rire, je pose cette question. Hein. Est-ce qu'il va laisser à la France la Martinique et la Guadeloupe? Et on voit bien qu'il est en train de prendre toutes les Caraïbes. Donc, le sort de notre propre souveraineté, même si nous devions donner un jour, c'est un autre débat, mais si nous devions accorder un jour l'indépendance, l'autonomie, je ne sais trop quoi, aux Antilles françaises, en quelque sorte, encore faut-il pour pouvoir la leur accorder, qu'elles soient encore françaises au moment où on leur accorde. Sinon, le sort qui leur serait dévolu, ça serait celui de Porto Rico ou d'Haïti. Qui peut envier le sort de Porto Rico ou d'Haïti qui sont directement dans la main des États-Unis? Haïti est le pays le plus pauvre et le plus malheureux du monde, sans doute. Voilà ce qu'ils en ont fait en un record. Donc, voilà, on se défend soi-même en défendant Cuba. Et tout le temps qu'on peut gagner de ce point de vue-là est bon pour Cuba. Et tout le temps que Cuba tient est bon pour nous, en sens inverse. Car, encore une fois, je m'adresse ici à la partie gauche des gens qui peuvent m'écouter, c'est-à-dire aux gens qui partagent un peu mes options politiques. Imaginons que, voilà, après l'Union soviétique, après la RDA, ce soit Cuba qui tombe. Il reste quoi? On s'appuie sur quoi pour dire que le socialisme est possible, que c'est autre chose qu'une utopie? Parce qu'on peut toujours dire, hein, je m'adresse à des gens qui seraient, je ne sais pas moi, trotskistes ou des choses comme ça, ou anards, ou je ne sais trop quoi, que le socialisme cubain, c'est pas ce qu'il faut, que l'Union soviétique, c'était pas terrible, que, etc., etc. D'accord, au moins ça existe. Au moins ça existe. Et c'est énorme. Quand on dit, ça a le mérite d'exister, on croit dire une petite chose, mais c'est énorme d'exister pour le socialisme face au capitalisme qui est dominant, qui est arrogant, qui est brutal, qui est extrémiste. C'est énorme déjà d'exister. Comme Lénine, par exemple, qui dansait dans la neige, paraît-il, lorsque la République des Soviets avait tenu plus de 70 jours, c'est-à-dire plus longtemps que la Commune de Paris. Donc, c'était déjà un exploit historique. Lénine avait peut-être l'impression qu'elle ne tiendrait peut-être pas deux fois plus longtemps, que lui-même allait périr dans l'aventure. Hein. Je pense que quand ne savait pas du tout s'ils n'allaient pas être tués, hein, ces gens-là. Mais déjà, pour la classe ouvrière mondiale, c'était un exploit que ça ait tenu. Et plus ça tient, plus c'est un exploit que ça tienne, et plus ça montre que ça peut tenir. Car la réalité est la meilleure preuve de la possibilité. Et quand on détruit la réalité, on porte un rude coup aux possibilités. Et après, tous les gens de gauche qui disent l'utopie du socialisme, l'idéal du socialisme, les valeurs du socialisme, etc., etc., oui, l'idéal, les valeurs et les possibilités, c'est encore bien quand il y a un peu de chair et d'os autour, et donc de la réalité. Et donc, soyons bien. Il y a une belle phrase de Rimbaud, Arthur Rimbaud, poète sympathisant de la Commune, qu'on présente toujours comme une sorte de révolutionnaire un peu éthéré, quoi, hein, donc les illuminations, etc., qui a écrit à son professeur de français, Isambard, je crois, hein, professeur Isambard, il lui écrit il faut être résolument moderne, tenir le pas gagné. Tenir le pas gagné. Et ben voilà, c'est ça. Celui qui n'est même pas capable de conserver, de garder ce qu'il a, il ne risque pas de garder et de gagner beaucoup, beaucoup d'autres choses. Tenons le pas gagné, et le pas gagné aujourd'hui s'appelle République de Cuba.
On l'aura compris, Georges, Cuba est le laboratoire d'une résistance totale. Si l'île survit, c'est par une alliance entre une excellente scientifique nationale et une conscience historique. Mais ce modèle est aujourd'hui suspendu à la solidité des nerfs de Pékin et de Moscou face à l'asphyxie énergétique orchestrée par les États-Unis. Pour conclure, si vous deviez prescrire une seule médecine cubaine à la France de 2026 pour qu'elle retrouve sa propre souveraineté, quelle serait-elle? Est-il possible de rester souverain sans accepter, comme le peuple cubain, le risque d'une rupture radicale et violente avec l'ordre atlantiste? Eh bien, on n'est pas à demi souverain, on n'est pas à demi fier, on n'est pas... je ne sais plus qui disait qu'on ne peut pas être à moitié enceinte. C'est un peu la même chose, en quelque sorte, en l'occurrence. Et ça s'appelle tout simplement la fierté. Voilà, ce que le peuple cubain nous enseigne, c'est la fierté. Ce que nous enseignent les Gazaouis, c'est la fierté. Ce que nous enseignent les Iraniens qui se battent actuellement, qui savaient très bien pour certains d'entre eux qu'ils seraient les premiers visés. Évidemment que les gens qui sont sur les sites de missiles iraniens en ce moment savent qu'ils peuvent mourir, ils peuvent être morts dans une minute, disons. C'est qu'effectivement, il faut être fier. Alors, on peut se dire, oui, mais alors là, il faut être héroïque, tout le monde n'est pas héroïque, sois héroïque tout seul si tu as envie, moi, j'ai pas envie parce que j'ai une femme, j'ai des enfants, etc., etc. Mais il y a des moments où c'est la même chose que d'être héroïque et que de défendre sa peau, tout bonnement. Et où il n'y a pas le choix entre être héroïque et aller jouer à la pétanque. Mais où pour pouvoir jouer à la pétanque, il faut être héroïque, si je puis dire, quelque part. Les deux choses marchent ensemble. Si on comprend que le capitalisme actuel est exterministe, on comprend que la formule de Fidel Castro, le socialisme ou la mort, la patrie ou la mort, qui d'ailleurs lie la défense de la souveraineté des nations au socialisme, c'est très dialectique, c'est très intéressant, eh bien on comprend que cette formule ne doit pas être comprise uniquement sous l'angle héroïque, sous l'angle, je dirais, guévariste. Le Guevara, le combattant héroïque, etc., qui meurt sous les balles de l'impérialisme. Bon, c'est ça, c'est nécessairement ça, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, ça veut dire que si à notre époque, on n'est pas prêt à se battre pour le socialisme, pour la justice sociale, quoi, disons-le comme ça, pour que tout le monde comprenne, eh bien, on ne défend pas la vie. Parce que le capitalisme, c'est la mort. Si on a compris que le capitalisme actuel est porteur de mort, qu'il dégorge la mort par tous les pores de la peau, comme une espèce de suée morbide, comme la suée du Christ sur certains tableaux du Moyen-Âge, sur certains retables du Moyen-Âge, cette suée verte, littéralement. Bon, si on n'est pas capable de voir ça, de voir que le capitalisme, l'exterminisme actuel apporte la mort par tous les moyens, par tous les pores de la peau, pas seulement par la guerre, mais aussi par son comportement irresponsable sur le terrain environnemental. Par exemple, que Trump, de ce côté-là, c'est la négation de la réalité climatique, par exemple, des choses de ce genre. Et que par conséquent, c'est la course effrénée au profit menant à la mort universelle. Comme le disait Marx, le capitalisme n'apporte la richesse qu'en épuisant les deux sources de cette richesse, la terre, le travailleur. La terre, pas seulement le travailleur, les peuples, la terre, le travailleur. Voilà ce que c'est que le capitalisme. C'est plus le capitalisme du 19e siècle qui était encore porteur, dans une certaine limite, du progrès technique, de la science, des choses comme ça, des lumières, même, dans une certaine mesure. C'est un capitalisme morbide à notre époque, profondément morbide. Et donc, on ne sauve pas sa peau en baissant les yeux, en baissant la tête. Et ce qui me fait le plus mal à l'heure actuelle, quand on regarde les peuples occidentaux, mais ça ne durera pas toujours, parce que je crois quand même fondamentalement en l'être humain, c'est leur veulerie. C'est leur veulerie, c'est le fait qu'ils acceptent tout. C'est qu'on peut tout leur faire. C'est qu'ils crient dans les manifestations « on lâche rien », mais qu'ils lâchent tout. Et ils lâchent la première des choses, qui est leur souveraineté. Et je me tourne vers la gauche, là, en disant ça, parce que c'est vous qui êtes coupables, gens de gauche, qui n'arrêtez pas de croire que dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de ceci, dans le cadre de cela, on va pouvoir réorienter à gauche. Réorienter à gauche quoi? L'Union européenne? Réorienter à gauche l'OTAN? Je sais bien que Enrico Berlinguer, dont on nous fait un héros, qui était le secrétaire général du Parti communiste italien, disait à une époque que le socialisme qu'il voulait construire, on le construirait plus facilement dans l'OTAN que dans le pacte de Varsovie.
Mais on a vu ce que ça a donné, des déclarations pareilles. L'OTAN n'existe plus, pardon, les pactes de Varsovie n'existent plus, l'OTAN ne cesse de s'étendre, et la paix mondiale ne tient plus qu'à un cheveu. Voilà ce que vous avez fait, messieurs, qui avez tout abandonné comme ça, une idée après l'autre, en vous croyant moderne, en disant des choses comme ça. Donc en réalité, ce que je souhaite, c'est que cette capacité de dire non, la fierté de l'être humain, c'est ça. Comme le peuple français en a été capable à quelques reprises, mais à cause de ces élites qui ne vont pas jusqu'au bout, ces élites de gauche aussi, pas seulement celles au pouvoir, qui ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout, qui disent qu'il faut réformer l'Europe, mais il ne faut pas en sortir. Parce que si on en sort, qu'est-ce qui va se passer, grand Dieu? Ah oui, et si on y reste? Tiens, c'est le cas de le dire. Si on y reste, on va y rester. Au sens banal de l'expression. Hein, j'y reste, c'est-à-dire je meurs. Regardez donc cette Union européenne qui se précipite vers la guerre avec la Russie. Ils l'ont dit, Merz le dit, il a annoncé la guerre pour 2030. Ursula von der Leyen le dit aussi. Ce n'est pas moi qui l'invente. Mais imaginez tout simplement une guerre avec la Russie, avec l'Europe occidentale. En plus, si notre Macron met la force de frappe française à la disposition de toute l'Europe, et que ça signifie donc dès qu'il y aurait un clash quelconque sur la frontière avec la Russie, il y aurait guerre continentale. À votre avis, si vous êtes russe, vous tirez sur quel pays en premier? Mais sur la France. C'est plus le parapluie nucléaire français, c'est le paratonnerre français, attirant la foudre russe en priorité sur nous, puisque nous serions les détenteurs de cette force étendue à l'échelle de tout le continent. Donc, quand on voit ça, on s'aperçoit que le choix n'est pas entre la veulerie qui sauve ma vie et l'héroïsme qui la met en péril, qu'il faut l'héroïsme pour sauver ma vie aussi. Donc le socialisme ou la mort, ça ne veut pas dire simplement que si je ne défends pas le socialisme, je suis un lâche, etc., etc. Ça veut dire que si l'humanité n'arrive pas à retrouver la voie du socialisme, quel que soit le contenu qu'on lui donne, il peut y avoir des discussions à l'infini entre nous sur le mot socialisme, mais enfin, bon, ça pose une direction. Si on n'est pas capable de lutter à nouveau pour le socialisme, mais la mort universelle l'emportera. Et donc, c'est aussi pour garder la vie, ce n'est pas pour le plaisir d'aller au-devant des balles, là, comme ça, d'en prendre plein la poitrine et ainsi de suite, et faire une belle mort, ça, je n'ai rien à faire. Hein, c'est pour sauver la vie. Il faut quand même être capable, quelquefois, de la défendre. Donc, ce que je souhaite au peuple français, c'est tout simplement de retrouver la fierté qui était la sienne. Il disait non pas le socialisme ou la mort, parce que les conditions historiques étaient différentes, mais quand il disait à la fin du XVIIIe siècle, avec Robespierre, dont c'était la devise, liberté, égalité, fraternité, ou la mort. Parce que le slogan réel, la devise réelle, c'était ça. C'était pas liberté, égalité, fraternité. Ce qui était écrit sur les drapeaux français des soldats de l'an 2 qui allaient combattre les puissances coalisées contre la France à l'époque, c'était liberté, égalité, fraternité, ou mourir. Nous sommes cubains. On va conclure sur ces mots merveilleux. Georges, un grand merci pour cet éclairage indispensable. Vous nous avez rappelé avec justesse, qu'on vous connaît, que la souveraineté n'est pas un acquis, mais un muscle qui s'atrophie si l'on cesse de l'exercer. Cette leçon cubaine dans le tumulte de ce mois de mars 2026 est plus précieuse que jamais. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'être toujours plus nombreux à exiger une information qui gratte là où ça fait mal. Pour approfondir les analyses que nous avons abordées aujourd'hui, je vous invite vivement à prolonger la réflexion en vous plongeant dans les ouvrages de notre invité. Merci de votre fidélité sur Observactu TV. Restez vigilants, restez curieux et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci Georges. Merci beaucoup à vous tous et à vous. Merci. Avec grand plaisir. Tu n'es pas loin de chez moi en fait. Ah bon? Eh oui.